À 9 heures, le 4 juillet 1943, le soldat de première classe Evan Evans était accroupi derrière des sacs de sable sur l'île de Rendova, regardant 16 bombardiers japonais Betty apparaître à travers des nuages fragmentés au-dessus du canal Blanche. 22 ans, 3 semaines dans cet enfer boueux, 0 avion abattu. Les bombardiers se dirigeaient tout droit vers ce que les Marines appelaient Suicide Point. 2 jours plus tôt, 59 Américains étaient morts sur cette même plage. Les Japonais avaient envoyé 18 bombardiers et 44 chasseurs le 2 juillet. Les radars de Rendova avaient été mis hors ligne par un raid précédent. Pas d'alerte précoce, pas de temps pour se préparer. Les bombardiers étaient arrivés à basse altitude au-dessus de l'eau à 14 heures. Ils avaient frappé les dépôts de carburant en premier, puis les munitions, puis l'hôpital de campagne où des blessés attendaient l'évacuation. Evans avait vu cela se produire depuis sa position de tir. Le feu avait transformé la plage en enfer. Des explosions projetaient des débris à 90 mètres dans les airs. Des Marines couraient à travers les flammes pour essayer d'atteindre les blessés. La plupart n'y arrivèrent pas. 77 autres furent blessés. 4 d'entre eux appartenaient aux équipes de canons de 90 mm du 9e bataillon de défense. Le bataillon perdit 2 de ses 6 pièces d'artillerie Long Tom de 155 mm. Des camions fondirent. Des munitions explosèrent pendant 6 heures. Les Japonais avaient bien nommé leur cible. Suicide Point se trouvait à la pointe nord de Rendova. Chaque navire de ravitaillement devait passer devant. Chaque marine sur l'île pouvait voir cet endroit brûler. Evans et son équipage avaient tiré 32 obus ce jour-là, sans rien toucher. Les bombardiers arrivaient trop vite. Les opérateurs radars travaillaient à l'aveugle. Les directeurs de tir calculaient les trajectoires avec des jumelles et des chronomètres. Le temps que les obus atteignent l'altitude, les Betty étaient déjà partis. Cette nuit-là, le lieutenant-colonel William Schaffer rassembla les équipages des 90 mm. Il ne perdit pas de mots. Les radars étaient détruits. Les pièces de rechange n'arriveraient pas avant des jours. Les Japonais reviendraient. Ils revenaient toujours. Et la prochaine fois, il pourrait ne pas rester assez de Marines pour enterrer les morts. Evans nettoya son canon jusqu'à 3 heures. Le canon anti-aérien M1 de 90 mm pesait 9 tonnes. Il pouvait tirer un obus de 11 kg à 10 000 mètres. La cadence de tir maximale était de 28 coups par minute, mais rien de tout cela n'avait d'importance sans radar. Le bombardier japonais Mitsubishi G4M Betty avait une vitesse maximale de 435 km par heure. À cette vitesse, un bombardier traversait 3 km en 27 secondes. Les yeux humains et les calculateurs mécaniques ne pouvaient pas suivre assez vite. Le 9e bataillon de défense avait débarqué sur Rendova le 30 juin. Leur mission était simple, protéger la tête de pont pendant que l'artillerie de l'armée bombardait les positions japonaises sur la Nouvelle-Géorgie, de l'autre côté du canal. Le bataillon avait apporté 3 batteries de canons de 90 mm, 4 canons par batterie, 12 canons au total. Ils étaient censés créer un parapluie de DCA qu'aucun avion japonais ne pourrait pénétrer. Au lieu de cela, ils étaient devenus une cible d'entraînement. Si vous voulez voir comment Evans et son équipage ont transformé Suicide Point en cimetière pour bombardiers japonais, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à partager plus d'histoires sur les Marines qui ont combattu dans le Pacifique. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Evans. La matinée du 3 juillet apporta de la pluie. Une pluie drue qui transforma Rendova en marécage. Les Marines montèrent la garde dans l'eau jusqu'aux genoux. Les fournitures pourrissaient sur la plage. Mais la pluie apporta un cadeau. Les Japonais ne volaient pas par gros temps. Le 9e bataillon de défense utilisa ce temps pour réparer ce qu'il pouvait. Des équipes de récupération prélevèrent des pièces sur les équipements endommagés. Les mécaniciens travaillèrent toute la nuit. À l'aube du 4 juillet, quelque chose avait changé. Les opérateurs radars signalèrent que leurs ensembles SCR-268 étaient opérationnels. Pas parfaits, mais opérationnels. Les directeurs de tir vérifièrent leur équipement. Les systèmes de conduite de tir étaient au vert. Les communications étaient établies entre les 12 positions de canon. Evans chargea des obus dans le râtelier prêt à l'emploi. Son équipage répéta les mouvements. Chargeur, refouloir,
régleur de fusée, pointeur. Il l'avait fait 10 000 fois à l'entraînement, mais l'entraînement ne vous préparait pas à voir des bêtis larguer des bombes sur vos amis. À 8h45, le radar détecta une large formation en approche depuis Rabaul. Distance, 190 km, relèvement 320 degrés, altitude 4200 mètres. La formation volait droit dans le détroit, se dirigeant vers Rendova. Schaffer donna l'ordre. Chaque équipage se tint prêt. Cette fois, ils avaient le radar. Cette fois, ils verraient les Japonais arriver. Et cette fois, Evan Evans était sur le point de prouver qu'un seul marine, avec un canon de 90 mm, pouvait changer les mathématiques de la défense aérienne pour toujours. La question était de savoir s'il vivrait assez longtemps pour le voir. Les opérateurs radars annonçaient les mises à jour toutes les 30 secondes. La formation japonaise s'était scindée. Un groupe avait viré vers la Nouvelle-Géorgie. L'autre continuait tout droit vers Rendova. 16 bombardiers, 44 chasseurs d'escorte. Ils descendaient maintenant 3600 mètres. La patrouille aérienne de combat avait été tirée vers le nord pour intercepter un autre raid. Les canons de Rendova étaient seuls. Evans regarda son directeur de tir. Le directeur était un calculateur mécanique Sperry M4. Il recevait les données radar et calculait où les obus devaient exploser pour intercepter une cible en mouvement. Le directeur envoyait des signaux électriques à l'affût du canon. L'affût s'ajustait automatiquement, en théorie. En pratique, le M4 était conçu pour le suivi optique. Il n'avait jamais été prévu pour fonctionner avec un radar. La connexion était maladroite, imprécise. Les meilleurs équipages pouvaient placer leurs obus à moins de 200 mètres de la cible. Un obus de 90 mm avait un rayon d'explosion d'environ 50 mètres. Cela signifiait que vous aviez besoin de plusieurs canons pour avoir une chance de toucher, mais Evans n'avait pas plusieurs canons. Il en avait un. La batterie C, canon numéro 3. La formation atteignit 110 km. Le tracé radar les montrait en formation V serrée. Des tactiques de bombardiers japonais classiques. Les bêtis arriveraient à moyenne altitude, largueraient leurs bombes, vireraient sec et rentreraient chez elles, pendant que les héros s'occuperaient des chasseurs qui tenteraient de les poursuivre. Rendova n'avait pas de chasseurs. À 9h15, la sirène de raid aérien commença son hurlement. Chaque marine sur l'île savait ce que ce son signifiait. Les hommes couraient vers les trous de renard. Les médecins attrapaient de leurs trousses. Les Seabees cessèrent de décharger les navires de ravitaillement et se mirent à couvert. La plage qui était bondée d'activité 30 secondes plus tôt était soudainement vide, sauf pour les équipages de canons. Ils restèrent à leur poste. Evans vérifia ses munitions, des obus explosifs avec fusée à temps variable. Le régleur de fusée pouvait ajuster le temps de détonation par incrément d'une demi-seconde. À 3000 mètres, un obus mettait environ 18 secondes à voyager avant d'exploser. Si le réglage était décalé d'une seule seconde, l'obus exploserait trop haut ou trop bas, manquant d'1 kilomètre. À 80 km maintenant, les Japonais étaient à 3000 mètres et maintenaient leur altitude. Cette altitude les mettait au-dessus de la plupart des tirs de la DCA légère, mais bien à portée des canons de 90 mm. Les équipages des bombardiers savaient que Rendova avait de gros canons. Ils avaient vu la flaque 2 jours plus tôt. Ils n'étaient pas inquiets. Les tirs anti-aériens américains étaient notoirement imprécis. Les Japonais volaient à travers depuis 18 mois. La plupart des équipages considéraient cela plus comme une nuisance que comme une menace. Ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. À 50 km, Schaffer donna l'ordre d'ouvrir le feu. Les 12 canons tirèrent simultanément. Le bruit était assourdissant. Chaque canon tirait un obus toutes les 3 secondes. Des projectiles de 11 kg montaient en hurlant dans le ciel à 850 mètres par seconde. Le bruit rendait toute parole impossible. La concussion des départs de coups soulevait la poussière des sacs de sable. Evans s'installa dans le rythme. Son équipage avait répété jusqu'à ce que chaque mouvement soit automatique. Le chargeur attrapait un obus du râtelier. Le refouloir le poussait dans la culasse. Le régleur de fusée entrait le temps. La culasse se fermait. Le canon tirait. La douille vide était éjectée. La séquence entière prenait 3 secondes. Charger, refouler, régler, tirer. Charger, refouler, régler, tirer.
Les opérateurs radars suivaient la formation japonaise avec précision. Maintenant, le SCR-268 réparé fournissait des données aux directeurs de tir plus vite que les calculateurs mécaniques ne pouvaient les traiter. Les calculateurs M4 cliquetaient et tournaient. L'élévation et l'azimut changeaient constamment à mesure que les bombardiers approchaient. À 30 km, les premiers obus américains commencèrent à exploser en altitude. Des bouffées de fumée noire apparurent dans le ciel devant la formation. Trop à gauche. Les Japonais ajustèrent légèrement leur cap, continuèrent d'avancer. Evans regarda à travers le viseur alors que ses obus explosaient à 500 mètres du bombardier de tête. Proche, mais pas assez. Le bombardier Betty avait une envergure de 25 mètres. Un quasi-impact ne signifiait rien. Seuls les coups directs ou des explosions très proches pouvaient abattre un bombardier de cette taille. 25 kilomètres. Les Marines avaient tiré 88 coups. Et puis quelque chose changea. Quelque chose qui allait transformer Evan Evans, d'un soldat inconnu, en le mitrailleur anti-aérien le plus meurtrier du Pacifique. Mais d'abord, il devait survivre aux 6 minutes suivantes, car les bombardiers japonais étaient sur le point de commencer leur course d'attaque, et Evans était directement sur leur chemin. À 20 km, le bombardier Betty de tête commença sa descente. La formation japonaise descendit à 2400 mètres, altitude d'attaque. Les bombardiers regarderaient maintenant à travers leurs viseurs, calculant la vitesse du vent, ajustant pour la position de l'île. Rendova était une cible fixe, difficile à manquer. Les opérateurs radars mirent à jour leur suivi. Les Japonais arrivaient du nord-ouest à 420 km/h. Dans 3 minutes, ils seraient directement au-dessus. Dans 4 minutes, ils largueraient les bombes. Evans continua de tirer. Son canon chauffait maintenant. La température du tube montait à chaque coup. Trop chaud, et les rayures se déformeraient. Le canon deviendrait imprécis. Mais il n'y avait pas le temps de le laisser refroidir. Les Japonais n'attendaient pas. Charger, refouler, régler, tirer. À 16 km, quelque chose arriva qui changea tout. Le directeur de tir de la batterie C se verrouilla sur le bombardier de tête. Le retour radar était fort, propre. Le calculateur M4 commença à calculer des solutions d'interception avec une précision inhabituelle. Le canon s'éleva de 2 degrés, ajusta l'azimut de 3 degrés à gauche. Evans tira. L'obus quitta le canon à 800 mètres par seconde. Il grimpa à travers 2400 mètres d'air tropical. La fusée à temps variable décompta. 18 secondes après avoir quitté le canon, l'obus explosa. 200 mètres devant le Betty de tête. Le bombardier vola directement dans l'explosion. Des éclats déchirèrent le moteur droit. Hurlant. Le moteur prit feu immédiatement. De la fumée noire s'échappa du capot. Le pilote essaya de maintenir la formation. Les Japonais ne rompèrent pas la formation facilement. L'entraînement et la discipline les maintenaient en vol droit. Mais le feu se propagea. En 30 secondes, les flammes étaient visibles le long de toute l'aile droite. Le bombardier quitta la formation, commença à perdre de l'altitude. Le pilote avait 2 choix, essayer d'atteindre Rendova et larguer ses bombes, ou faire demi-tour vers le territoire tenu par les Japonais et espérer un atterrissage de fortune quelque part de viable. Il choisit de faire demi-tour. Le Betty vira à droite et commença une descente peu profonde vers le canal. Il n'y arriva jamais. À 1800 mètres, l'aile droite se sépara du fuselage. Le bombardier tomba du ciel et frappa l'eau à 6 km au nord-ouest de Rendova. Un de moins, 15 à faire. Les bombardiers restants resserrèrent leur formation. Ils étaient à 11 km maintenant, assez près pour qu'Evans puisse les voir sans jumelles. Les Betty ressemblaient à des croix sombres contre le ciel matinal. Les portes de leur soute à bombes s'ouvraient. La batterie C tira encore et encore. Les autres canons de 90 mm sur Rendova se joignirent. Le ciel se remplit de nuages noirs. La formation japonaise disparut dans un nuage de flaques. Quand la fumée se dissipa, 2 autres Betty traînaient de la fumée. L'un avait perdu sa queue. Il partit en vrille immédiatement. L'autre essaya de maintenir l'altitude, mais perdait de la puissance sur les 2 moteurs. Aucun des 2 ne dépassa les 8 km de l'île. 3 de moins. Les bombardiers japonais larguèrent prématurément. Ils étaient censés voler directement au-dessus de Rendova avant de larguer. Au lieu de cela, ils vidèrent leur soute à 10 km au large et virèrent durement vers l'ouest.
Les bombes tombèrent dans l'océan vide. D'immenses geysers d'eau jaillirent à 800 mètres du rivage. Pas une seule bombe ne toucha l'île. Evans n'arrêta pas de tirer. Son équipage ne fit pas de pause. Les Japonais fuyaient maintenant, mais ils étaient encore à portée. Les Betty étaient rapides, mais ils avaient dépensé du carburant pour atteindre Rendova. Ils étaient lourds avec leurs blindages et leurs armes défensives, et ils essayaient de grimper pour échapper à la flaque. Grimper les rendait plus lents, prévisibles. Le directeur de tir de la batterie C suivit un bombardier au milieu de la formation. Evans ajusta son tir, tira. L'obus explosa 50 mètres sous le ventre du bombardier, assez proche. L'onde de choc frappa l'avion comme un marteau. Le nez du Betty s'abaissa. Le pilote lutta pour le contrôle. Il ne le retrouva pas. Le bombardier entra dans un piquet dont il ne put se relever. 4 de moins. Les 12 Betty restants se séparaient, maintenant. La discipline de formation avait volé en éclats. Chaque pilote volait pour sa propre survie. Certains se dirigèrent vers l'ouest en direction de la Nouvelle-Géorgie. D'autres virèrent au nord-ouest vers Rabaul. L'escorte de Zeros avait complètement disparu. Les chasseurs en avaient assez vu. Mais les Marines, non. Et dans les 60 secondes suivantes, Evan Evans et la batterie C étaient sur le point d'ajouter 8 autres bombardiers à leur tableau de chasse. 8 autres victimes qui feraient du 4 juillet 1943 le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation navale japonaise au-dessus des Salomon, si le tube du canon tenait le coup. Le tube du canon était maintenant rougeoyant. Evans pouvait voir des vagues de chaleur s'élever du métal. L'équipage avait tiré 42 obus en 7 minutes. Le M, un de 90 mm, était conçu pour un tir soutenu, mais pas comme ça. Pas à cette cadence. La température du tube approchait des niveaux critiques. Evans s'en moquait. Son équipage aussi. Ils continuèrent de charger. Un bombardier Betty rompit vers l'ouest pour tenter de s'échapper au-dessus de la Nouvelle-Géorgie. Il grimpait durement. 2700 mètres. Le pilote pensait que l'altitude le sauverait. Pas du tout. Le radar de la batterie C se verrouilla. Le directeur de calcula l'interception. Evans tira 2 fois en succession rapide. Le premier obus manqua par le haut. Le deuxième obus explosa 30 mètres derrière la queue du bombardier. Des éclats sectionnèrent les commandes de profondeur. Le nez du Betty s'abaissa. Le pilote essaya de compenser avec la puissance moteur. Le bombardier partit en vrille plate et s'écrasa dans la jungle à 5 km à l'intérieur des terres sur la Nouvelle-Géorgie. 5 de moins. 2 autres Betty se dirigeaient vers le nord-ouest ensemble. Ils volaient bas maintenant. 1500 mètres, essayant de rester sous le radar. Ça ne marcha pas. Le SCR 268 de Rendova pouvait suivre des cibles jusqu'à 900 mètres. Les directeurs de tir avaient des retours clairs sur les 2 avions. La batterie C prit le bombardier de tête. La batterie E prit le second. Les 2 canons tirèrent à quelques secondes d'intervalle. Les 2 firent mouche. Le Betty de tête reçut un coup direct sur le moteur gauche. Le moteur explosa. L'aile se replia. Le bombardier se retourna sur le dos et plongea directement dans le canal Blanche. Le second Betty perdit sa queue. Il vola pendant encore 8 secondes avant d'entrer dans un piquet incontrôlable. 7 de moins. Le ciel au-dessus de Rendova était maintenant rempli de fumée. Des débris d'avions en feu tombaient dans l'océan. Des nappes de pétrole s'étendaient sur l'eau. Les 9 bombardiers japonais restants étaient dispersés sur un rayon de 16 km. Plus de formation, plus de coordination, juste des pilotes individuels essayant de survivre. 3 Betty virèrent en plein ouest en direction de l'océan ouvert. Ils abandonnaient la mission, fuyant vers chez eux. Mais la maison était à 650 km et ils devaient traverser 320 km d'océan qui se remplissait maintenant d'obus américains. La batterie C suivit le bombardier le plus proche. Distance 13 km, altitude 2100 mètres, vitesse 450 km par heure. Le bombardier fuyait à pleine puissance, brûlant probablement du carburant 2 fois plus vite que la normale. L'équipage aurait de la chance s'il atteignait la moitié du chemin vers Rabaul avant d'être à sec. Ils n'en eurent pas l'occasion. Evans tira 3 obus. Le 3e explosa directement sous le fuselage du bombardier. L'explosion déchira la soute à bombe. Le Betty n'avait pas largué toutes ses munitions.
des bombes de 230 kg explosèrent à l'intérieur de l'avion. L'explosion fut massive. Des morceaux du bombardier se dispersèrent sur un demi-kilomètre d'océan. 8 de moins. Les autres batteries à travers Rendova faisaient maintenant mouche aussi. La batterie E revendiqua 2 autres bombardiers en succession rapide. La batterie A en eut un autre. Le ciel devenait un stand de tir. Les Japonais avaient envoyé 16 bombardiers pour détruire Rendova. Au lieu de cela, Rendova les détruisait. Evans fit pivoter son canon pour suivre un autre Betty. Celui-ci se dirigeait droit au nord. Portée maximale, 16 km. Le bombardier était à 3300 mètres et grimpait. Le pilote avait compris que l'altitude était sa seule chance. Monter assez haut et les obus américains ne pourraient pas l'atteindre. Mais 3300 mètres étaient bien à portée du canon de 90 mm. Le M1 pouvait tirer efficacement jusqu'à 10 000 mètres. Ce bombardier était à peine au tiers. Evans éleva le canon au maximum, tira. L'obus grimpa pendant 22 secondes, explosa 200 mètres devant le bombardier. Le pilote vit l'explosion et vira durement à droite, directement dans le chemin du prochain obus. L'explosion frappa le cockpit. Le nez du Betty vola en éclats. L'avion tomba hors de contrôle et s'abîma dans l'océan à 14 km au nord de Rendova. 9 de moins. À 9h30, le ciel se dégageait. L'attaque japonaise était terminée, brisée, détruite. Sur les 16 bombardiers Betty qui avaient approché Rendova, seuls 4 volaient encore. Ils se dirigeaient vers le nord-ouest à vitesse maximale, grimpant, fuyant. L'escorte de Zeros les avait déjà abandonnés et avait fui vers Rabaul. Mais la batterie C n'avait pas fini. Evans suivit l'un des bombardiers en fuite. Distance 20 km. Portée effective maximale pour un tir précis. Le bombardier était à 4200 mètres, à la limite de la zone de flak. Evans tira quand même. L'obus décrivit un arc dans le ciel, explosa à 300 mètres du bombardier, trop loin pour une victoire, mais assez proche pour envoyer un message. Rendova n'était plus Suicide Point. C'était un terrain de la mort, et les Japonais venaient de l'apprendre à leurs dépens. La question était de savoir s'ils reviendraient demain et si Evans et son canon seraient prêts. L'ordre de cesser le feu arriva à 9h32, 27 minutes après le premier contact radar. Les canons se turent. Le silence soudain était presque douloureux après le rugissement continu des canons de 90 mm. Evans recula de son canon. Ses mains tremblaient, non de peur, d'épuisement. Ses oreilles sifflaient si fort qu'il pouvait à peine entendre. L'équipage s'effondra contre les sacs de sable. Ils avaient tiré sans arrêt pendant 27 minutes. Chargés, refoulés, réglés, tirés. Encore et encore jusqu'à ce que leur corps bouge par pure mémoire musculaire. Le journal de tir montrait 53 coups tirés par le seul canon numéro 3 de la batterie C. À travers Rendova, les 12 canons de 90 mm avaient dépensé un total de 88 obus. 88 obus pour engager 16 bombardiers. Les résultats étaient sans précédent. Schaffer parcourut la ligne de tir à 10 heures. Il comptait. Chaque équipage revendiquait des victoires. Certains équipages en revendiquaient 2. La batterie C revendiquait 4 confirmés. La batterie E en revendiquait 3. La batterie A en revendiquait 2. Les calculs aboutissaient à quelque chose d'extraordinaire. À 10h30, les opérateurs radars confirmèrent ce que les équipages savaient déjà. 4 bombardiers japonais avaient échappé. 4 sur 16. Cela signifiait que 12 avaient été abattus. 12 bombardiers détruits en 27 minutes. Le 9e bataillon de défense venait d'établir un record. Aucune unité antiaérienne américaine dans le Pacifique n'avait jamais atteint ce ratio de victimes. Pas à Guadalcanal, pas à Midway, nulle part. 12 bombardiers avec 88 obus signifiaient un taux de réussite de près de 14%. La plupart des unités antiaériennes étaient heureuses avec 2%. Mais les chiffres ne racontaient pas toute l'histoire. Les équipages avaient fait plus qu'abattre des avions. Ils avaient complètement brisé une attaque japonaise. 16 bombardiers avaient approché Rendova transportant 3600 kg de bombes chacun. Cela représentait 57 600 kg d'explosifs destinés à la plage, au dépôt de ravitaillement, aux Marines. Pas une seule bombe ne toucha l'île. Les Japonais avaient largué leurs charges prématurément et avaient fui. Les 4 bombardiers qui s'étaient échappés étaient endommagés.
Le radar les suivit en train de boiter vers le nord-ouest à vitesse et altitude réduite. 2 d'entre eux n'atteindraient probablement jamais Rabaul. Ils tomberaient en panne de carburant quelque part au-dessus de la mer des Salomons et amérissaient dans l'océan. À 11 heures, des équipes de travail récupérèrent des débris dans l'eau. Des morceaux d'avions japonais s'échouaient sur la plage. Des capots moteurs, des sections d'ailes, un empennage avec le cercle rouge encore visible. Les débris s'étendaient sur 8 kilomètres d'océan. Les Seabees retournèrent décharger les navires de ravitaillement. La plage reprit vie. Les Marines qui s'étaient cachés dans les trous de renard émergèrent et retournèrent au travail. La vie sur Rendova continua. Mais quelque chose avait changé. L'île qui avait été appelée Suicide Point 2 jours plus tôt venait de prouver qu'elle pouvait se défendre. Evans nettoya son canon à 13 heures. Le tube était trop chaud pour être touché même 3 heures après le dernier coup. Les rayures étaient encore intactes. Pas de déformation, pas de dégâts. Le M1 avait tenu bon sous une punition qui aurait dû le détruire. Les autres équipages faisaient de même, nettoyant, inspectant, rechargeant. Les Japonais reviendraient. Ils revenaient toujours. Mais la prochaine fois, ils se souviendraient du 4 juillet. Ils se souviendraient que Rendova n'était plus une cible facile. À 15 heures, un photographe de l'unité de caméra de combat du corps des Marines arriva à la batterie C. Il voulait des photos. L'équipage qui avait obtenu le plus de victoires. Evans et ses hommes se tinrent à côté de leur canon de 90 mm. Boone à gauche, Evans au milieu, Gumberovski à droite. 3 Marines qui venaient de faire l'histoire. « Le photographe prit 6 photos. Une seule survécut à la guerre. Elle finit aux Archives nationales sous la référence 127-G Beauvais-7 17-209-110. La légende disait « Voici l'un des canons anti-aériens qui ont anéanti une flotte de 12 bombardiers japonais en un seul jour sur l'île de Rendova. » Mais cette photographie fut prise l'après-midi. Le matin, pendant que la bataille était encore analysée, pendant que les équipages comptaient encore leurs victimes, autre chose se passait à 650 km au nord-ouest. À Rabaul, les commandants japonais recevaient les rapports des 4 bombardiers qui s'étaient échappés. Les rapports étaient alarmants. Les Américains avaient des tirs anti-aériens guidés par radar. Un radar précis, du genre capable de suivre les bombardiers à travers les nuages et de guider les obus à quelques mètres de la cible. Et cela signifiait que chaque base aérienne japonaise dans les Salomons venait de devenir vulnérable. Parce que si Rendova pouvait faire cela, d'autres positions américaines le pourraient aussi. Les mathématiques du combat aérien dans le Pacifique venaient de changer. Les Japonais devraient ajuster leur tactique ou cesser complètement les raids de jour. Mais cette décision prendrait des jours à prendre. Et pendant ces jours, Evan Evans et le 9e bataillon de défense feraient face à quelque chose d'encore plus dangereux que des bombardiers. Ils feraient face à leur propre commandement. Le premier message du quartier général de l'amiral Halsey arriva à 16 heures le 4 juillet. Il était court, 3 mots, confirmer le nombre de victimes. Schaefer confirma 12 bombardiers japonais Betty détruits, 4 endommagés et en fuite. 88 obus dépensés. 0 perte américaine pendant l'engagement. 0 bombe touchant l'île. Le second message arriva 30 minutes plus tard. Celui-ci était plus long. Halsey voulait un rapport après action complet. Il voulait savoir comment un bataillon de défense des Marines avait atteint un taux de destruction de 90% contre une formation de bombardiers japonais. Il voulait des détails techniques, les réglages radars, les procédures de conduite de tir, tout. Parce que si Rendova pouvait faire cela, chaque position américaine dans le Pacifique devait savoir comment. Schaefer passa la soirée du 4 juillet à rédiger des rapports. Les opérateurs radars écrivirent des rapports. Les directeurs de tir écrivirent des rapports. Chaque équipage documenta ses procédures. Comment ils avaient intégré le radar SCR-268 avec le directeur de tir Sperry M4. Comment ils avaient ajusté le retard du calculateur mécanique. Comment ils avaient calculé l'avance pour des cibles rapides. Les rapports remontèrent la chaîne de commandement, de Rendova au quartier général du 14e corps, du 14e corps au commandement de la zone Pacifique Sud, du Pacifique Sud à la flotte du Pacifique. Le 6 juillet,
des officiers à Pearl Harbor lisaient des rapports sur Evan Evans et la batterie C. Mais pendant que les rapports étaient rédigés, les Japonais prenaient leurs propres décisions. Le 5 juillet, Rabaul envoya 6 bombardiers pour attaquer Rendova. Seulement 6. Ils arrivèrent de nuit, à haute altitude, larguèrent leurs bombes de 6000 mètres, manquèrent complètement l'île. Les canons de 90 mm tirèrent 37 obus et revendiquèrent 2 touches. Les bombardiers restants firent demi-tour avant d'atteindre la cible. Le 6 juillet, les Japonais essayèrent à nouveau. 4 bombardiers, même résultat. Attaque de nuit à haute altitude. Aucune touche sur l'île. Un bombardier abattu. Le schéma était clair. Les Japonais avaient appris. Les raids de jour sur Rendova étaient un suicide. Les tirs anti-aériens guidés par radar étaient trop précis, trop meurtriers. S'ils voulaient attaquer des positions américaines dans le groupe de la Nouvelle-Géorgie, ils devraient trouver un autre moyen. Le 10 juillet, les raids aériens japonais sur Rendova avaient presque complètement cessé. Une attaque le 20 juillet, 6 avions. Une autre le 1er août, 6 avions. Les 2 raids à haute altitude n'accomplirent rien. Les Japonais avaient effectivement concédé l'espace aérien au-dessus de Rendova aux canons anti-aériens américains. Le succès du 9e bataillon de défense eut des conséquences stratégiques. Rendova sécurisé, les batteries d'artillerie Long Tom de 155 mm purent tirer sans interruption. Elles pilonnèrent les positions japonaises sur la Nouvelle-Géorgie de l'autre côté du canal Blanche, 24 heures sur 24. Les gros canons rendirent possible l'avancée américaine sur l'aérodrome de Munda. Munda tomba le 5 août. L'aérodrome, qui avait été la principale base aérienne japonaise dans le centre des Salomon, était maintenant aux mains des Américains. Les ingénieurs du corps des Marines et de l'armée le rendirent opérationnel en 72 heures. Des chasseurs américains volaient en mission depuis Munda le 14 août. La campagne qui avait commencé avec les débarquements sur Rendova le 30 juin était terminée en 5 semaines. Le 9e bataillon de défense se déplaça en Nouvelle-Géorgie en octobre pour défendre l'aérodrome nouvellement capturé. Ils installèrent leurs canons autour de Munda et attendirent des contre-attaques japonaises. Les attaques ne vinrent jamais. Les Japonais avaient abandonné le centre des Salomon. Ils se repliaient sur Bougainville. L'élan avait changé. Les Américains avançaient. Les Japonais reculaient. Evans et son équipage passèrent 6 mois en Nouvelle-Géorgie. Ils tirèrent leurs canons de 90 mm sur des avions de reconnaissance occasionnels. Ils abattirent 3 avions de plus, mais rien de comparable au 4 juillet. Ce jour resta unique. Le jour où tout avait fonctionné. Quand le radar s'était verrouillé. Quand les obus avaient trouvé leur cible. Quand 12 bombardiers japonais étaient tombés du ciel en 27 minutes. L'histoire officielle du corps des Marines appellerait plus tard cela l'un des engagements anti-aériens les plus réussis de la guerre du Pacifique. Les canons avaient performé au-delà des attentes. Les équipages avaient exécuté sans faille. Les Japonais avaient été stoppés net. Mais il y eut un coup qui n'apparaissait pas dans les rapports de victimes ou les résumés après action. Un coup qu'Evan Evans et chaque membre d'équipage porteraient pour le reste de leur vie. Parce qu'abattre 12 bombardiers signifiait tuer plus de 100 aviateurs japonais. Et certains de ces hommes avaient survécu au crash. Certains avaient sauté en parachute dans l'océan. Certains s'étaient débattus dans l'eau pendant que les navires américains passaient sans s'arrêter. La guerre avait des règles, mais parfois, les règles n'avaient pas d'importance. Parfois, survivre signifiait regarder des hommes se noyer. Et parfois, des héros devaient vivre avec ce qu'ils avaient fait pour rester en vie. Le 9e bataillon de défense resta en Nouvelle-Géorgie jusqu'en mars 1944. Il défendit l'aérodrome de Munda contre des attaques qui ne se matérialisèrent jamais. Les Japonais avaient déplacé leurs bombardiers vers le nord à Rabaul. Ils conservaient leurs avions pour la défense des Mariannes. Le centre des Salomon était devenu une zone secondaire. Evans fut promu caporal en octobre 1943. Boone devint caporal en décembre. Gomberovski resta soldat de première classe jusqu'en janvier 1944. Les promotions vinrent avec des citations, une reconnaissance officielle pour leurs actions du 4 juillet, mais pas de médaille. Le personnel des bataillons de défense recevait rarement des médailles pour le travail anti-aérien.
Abattre des avions était considéré comme une tâche de routine. En avril 1944, le bataillon embarqua pour les îles Russell pour du repos et un réentraînement. 6 mois de combat avaient usé les hommes et l'équipement. Les canons de 90 mm avaient besoin de remplacement de tubes. Les systèmes de conduite de tir avaient besoin d'être recalibrés. Les Marines avaient besoin de temps loin des positions de tir. Ils eurent 6 semaines. Puis de nouveaux ordres arrivèrent. Le bataillon allait à Guam. Le débarquement sur Guam commença le 21 juillet 1944. Le 9e bataillon de défense débarqua à Agathe le premier jour. Ils installèrent leurs canons anti-aériens autour de la tête de pont. Leur mission était la défense aérienne et la sécurité du périmètre. Les Japonais avaient lourdement fortifié Guam. L'île était aux mains des Japonais depuis décembre 1941. 22 000 soldats japonais étaient retranchés dans la jungle et les grottes calcaires. La bataille pour Guam dura 3 semaines. Le 9e bataillon de défense tira ses canons sur des avions japonais et des cibles terrestres. Ils abattirent 4 avions de plus. Ils utilisèrent leurs canons de 90 mm en tir direct contre des positions japonaises sur les falaises nord. Les obus explosifs se révélèrent efficaces contre les bunkers fortifiés. Mais le véritable ennemi sur Guam n'étaient pas les Japonais. C'était la dengue. La maladie balaya le bataillon en août. Des centaines de Marines tombèrent malades. Forte fièvre, douleurs articulaires, épuisement. La dengue n'était pas mortelle, mais elle était incapacitante. Des hommes qui pouvaient combattre sous le feu ennemi ne pouvaient pas fonctionner avec la dengue. Evans l'attrapa à la mi-août. Il passa 2 semaines à l'hôpital de campagne, perdit 9 kilos. Quand il reprit son service, la bataille pour Guam était terminée. Les Japonais s'étaient retirés sur les falaises nord. Des milliers se suicidèrent en sautant plutôt que de se rendre. Le 9e bataillon de défense resta sur Guam pour le reste de la guerre. Ils défendirent le port d'Apra et le nouvel aérodrome. Des B-29 Super Fortress américains volaient en mission de bombardement contre le Japon depuis Guam en octobre 1944. Le travail du 9e était de les protéger. Les Japonais lançaient des raids aériens occasionnels, de petites formations, 4 ou 5 avions, des attaques de nuit la plupart du temps. Le 9e bataillon de défense abattit 6 autres avions entre septembre 1944 et mars 1945. Leur total pour la guerre atteignit 46 victoires confirmées, 46 avions japonais détruits par un seul bataillon de défense des Marines. Le 4 juillet 1943 resta leur meilleur jour. 12 victimes en un seul engagement. Aucune unité antiaérienne américaine dans le Pacifique n'égalera jamais ce record. Evans était sur Guam quand la guerre prit fin en août 1945. Il était sergent alors, 24 ans, 3 ans dans les Marines, 2 campagnes dans le Pacifique, 46 avions ennemis abattus par son bataillon, 12 d'entre eux en une seule matinée où tout avait fonctionné parfaitement. Le 9e bataillon de défense retourna aux États-Unis en février 1946. Il entra dans le port de San Diego le 23. Le bataillon fut désactivé le 1er mars à Camp-le-Jeune, en Caroline du Nord. Les Marines rentrèrent chez eux, en Indiana, au Michigan, à des vies interrompues par la guerre. Evans retourna à Richmond, Indiana. Il était parti comme un soldat de 21 ans. Il revenait comme un sergent décoré, mais Richmond était la même. La guerre avait plus changé Evans qu'Evans n'avait changé Richmond. Il se réengagea en 1948, servit pendant la guerre de Corée, devint sergent-chef, quitta le corps des Marines en 1953, 11 ans de service, 2 guerres. Il travailla ensuite comme machiniste, se maria, eut des enfants, vécut une vie tranquille. Mais il n'oublia jamais le 4 juillet 1943, le jour où les avions tombèrent, le jour où Suicide Point devint un cimetière. Le jour où 88 obus tuèrent 12 bombardiers et changèrent les mathématiques de la défense aérienne dans le Pacifique. Il n'en parla jamais beaucoup. La plupart des vétérans ne le faisaient pas. Ceux qui avaient été là savaient ce qui s'était passé. Ceux qui n'avaient pas été là ne comprendraient pas. Alors Evans garda le silence, fit son travail, éleva sa famille, vécut sa vie jusqu'en 1993, 50 ans après Randova, quand un chercheur du corps des Marines trouva la photographie aux archives nationales et retrouva les hommes sur la photo. Evans avait 72 ans.
Il pensait que tout le monde avait oublié. Il avait tort. En 1993, Alan Walker était archiviste aux Archives nationales de College Park, dans le Maryland. Il reçut une lettre d'un vétéran nommé Evan Evans. La lettre était simple. Evans cherchait une photographie d'un canon anti-aérien de 90 mm. N'importe quelle photo ferait l'affaire. Il voulait montrer à ses petits-enfants à quoi ressemblait le canon. Walker passa une demi-journée à chercher. Il trouva plein de photos du M1. Mais quelque chose dans la lettre resta avec lui. Il la relut. Evans mentionnait Rendova, mentionnait le 4 juillet 1943, mentionnait avoir établi un record en abattant des bombardiers japonais. Walker retourna aux archives. Cette fois, il chercha sous Rendova, série 127-GW, photographie de combat de la campagne de Nouvelle-Géorgie. Il la trouva à la 4e page. 3 Marines debout à côté d'un canon de 90 mm. La légende les identifiait. Soldat de première classe, Evan Evans, 22 ans, Richmond, Indiana. Soldat Roy E. Boone, Indianapolis, Indiana. Soldat de première classe, John S. Gumberowski, 20 ans, Saginaw, Michigan. Voici l'un des canons anti-aériens qui ont anéanti une flotte de 12 bombardiers japonais en un seul jour sur l'île de Rendova. Walker envoya la photographie à Evans. La réponse arriva 2 semaines plus tard. Evans n'avait jamais su que la photo existait. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un se souviendrait. Se voir à 22 ans, debout à côté du canon qui avait fait l'histoire, ramena 50 ans de souvenirs qu'il avait essayé d'oublier. Il écrivit une lettre à Walker pour le remercier. Dit que cela signifiait plus que Walker ne pourrait jamais le savoir. Dit qu'il avait porté Rendova avec lui chaque jour pendant 5 décennies. Dit que peut-être maintenant, il pourrait en laisser une partie derrière lui. Evans mourut en 2004 à l'âge de 83 ans. Boone était mort en 1998. Gumberowski décéda en 2006. L'équipage qui avait fait l'histoire le 4 juillet 1943 avait disparu. Mais l'histoire survécut. La photographie survécut. Le dossier officiel survécut. L'exploit du 9e bataillon de défense à Rendova devint une partie de l'histoire du corps des Marines. Une partie de l'histoire plus large de la façon dont les forces américaines apprirent à vaincre la puissance aérienne japonaise dans le Pacifique. Les leçons de Rendova se répandirent dans tout le théâtre. Les tirs anti-aériens guidés par radar devinrent une procédure standard. Les équipages s'entraînèrent sur les techniques d'intégration que le 9e bataillon de défense avait pionnières. Les ratios de victimes s'améliorèrent partout. Les bombardiers japonais firent face à des tirs défensifs de plus en plus meurtriers à chaque position américaine. En 1944, les raids de bombardement de jour japonais étaient devenus rares. En 1945, ils avaient presque complètement cessé. Les Japonais ne pouvaient pas remplacer leurs pertes assez vite, ne pouvaient pas former de nouveaux équipages assez vite. Les mathématiques qu'Evan Evans et la batterie C avaient démontrées le 4 juillet 1943 s'étaient étendues à tout le Pacifique. 12 bombardiers abattus en 27 minutes, 88 obus tirés, 90% de taux de destruction. Ces chiffres prouvèrent que la technologie américaine et les Marines américains pouvaient vaincre les attaques aériennes japonaises, que Suicide Point pouvait devenir un terrain de la mort pour l'ennemi au lieu des Américains. La plage de Rendova est calme maintenant. Les canons ont disparu. Les bunkers se sont effondrés. La jungle a repris la plupart des positions où le 9e bataillon de défense a combattu. Mais, le 4 juillet de chaque année, quelques personnes se souviennent du jour où les avions sont tombés, se souviennent d'Evan Evans, Roy Boone et John Gumberowski. Se souviennent que 3 jeunes Marines ont changé le cours de la défense aérienne dans le Pacifique. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Chaque « J'aime » dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Appuyez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour, des histoires de mitrailleurs, d'opérateurs radars et de Marines qui ont tenu la ligne avec précision et courage. De vraies personnes, un héroïsme réel. Laissez un commentaire tout de suite et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous des États-Unis,
du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie. Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces souvenirs vivants. Dites-nous d'où vous êtes, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé. Et merci de faire en sorte qu'Evan Evans et son équipage ne disparaissent pas dans le silence. Ces Marines méritent d'être rappelés et vous aider à faire en sorte que cela arrive.